Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Marharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus en ce samedi 3 septembre. Merci pour votre fidélité avec nos invités. Comme chaque samedi, nous allons revenir sur l'actualité qui a dominé la semaine. Bien évidemment, nous reviendrons sur cette journée internationale des disparus forcés. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre où en est la situation et surtout comment faut-il faire pour continuer à tenter de répondre à ces questions que se posent tant de parents. Notre fils est-il vivant? A-t-il subi de la torture? Notre fille est-elle vivante? Le droit de savoir. Où sont les corps? Que s'est-il passé réellement? Tant de questions qui se posent. Le droit de savoir. Où est la vérité? Certains disent 15 000, 18 000, 25 000. En tout cas, on reviendra sur cette actualité puisque vous le savez, El Marharibiya ne laisse passer aucune actualité, aucun hommage. On y reviendra, on parlera bien évidemment de cette violence, la montée de violence en Algérie de plus en plus. On en a longuement parlé cette semaine. On reviendra notamment sur cette actualité qui a marqué notamment cette semaine la rue de Souma dans la wilaya de Blida où un jeune de 36 ans a été mortellement poignardé suite à une rixe de jeunes. Un groupe de jeunes donc s'en est pris à son commerce. Il a alerté les autorités, la police depuis plusieurs semaines, mais rien n'est fait. Cette boutique appartenait à son frère, Mohamed. Youssef a tenté de lui venir en aide et malheureusement, il a reçu un coup de couteau. Il a perdu la vie. On rendra hommage bien évidemment à Youssef. On aura une pensée aussi aux autres familles, aux autres drames comme celui d'Annaba. On y reviendra, mais on essaiera aussi de comprendre la montée de cette violence dans la société civile. Où sont les partis politiques? Où est la société civile? Comme les associations, par exemple, sont-elles dans la possibilité de faire un travail de prévention, par exemple? Mais où est aussi l'État, la prévention dans les quartiers, dans les écoles, dans les universités? Y a-t-il un travail qui est réellement fait? Et puis une question qui se pose, on sait encore dernièrement dans le cadre de ce 5 juillet de fête nationale, le président Abdelmadjid Tebboune a gracié plusieurs centaines de détenus. Pourquoi autant de grâce? Qui doit être gracié? Et puis, est-ce qu'on peut gracier, faire sortir aujourd'hui des détenus comme ça sans qu'il y ait réellement eu un travail avec des spécialistes, avec des médecins, avec des psychologues, avec une commission dans les maisons carcérales, en lien avec la justice, mais bien évidemment des professionnels de la santé qui puissent, eux, déterminer clairement et valider que tel ou tel individu puisse retrouver la société en toute sécurité pour lui, pour ses proches, mais aussi pour celle des autres. Et puis l'actualité aussi qui a dominé la semaine en Algérie, mais au sein de notre rédaction, on reviendra sur la presse, la liberté de la presse. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs journalistes d'abord à être derrière les barreaux. On reviendra sur cette liberté de la presse en Algérie. Où en est-elle aujourd'hui? On reviendra aussi sur cet avant-projet de loi relative à la presse écrite, à la presse électronique, puisqu'un avant-projet, je vous le disais, donc concernant cette presse écrite et presse électronique visant à répondre aux attentes des professionnels des médias a été examiné donc mercredi dernier lors d'une réunion du gouvernement. On essaiera de comprendre quelles sont les attentes des professionnels des médias. Que veut dire réellement cette loi concernant la presse écrite et la presse électronique? Et puis aussi, on essaiera de comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce Conseil supérieur de l'éthique avec nos invités. La question aussi que je leur poserai, comment était la presse il y a quelques années en Algérie? Comment est-ce qu'on peut parler des années d'or, d'une certaine liberté de ton ou de liberté de la presse en Algérie il y a quelques années? Avec nous pour en parler, le plaisir d'accueillir Athman Mazid. Cher Athman, bonsoir, hirakiste, militant politique. Merci d'être parmi nous. Oui, merci pour l'invitation, Chaban. Mes salutations à toute l'équipe technique de Marharibiya, ainsi qu'à notre frère Adel Djebbar que j'ai entrevu sur l'émission, et mes salutations à tout le peuple algérien en Algérie, tout d'abord en France et ailleurs dans le monde. Merci infiniment, cher Athman Mazid, d'être parmi nous. Vous l'avez présenté, c'est Adel Djebbar, bonsoir, bienvenue, observateur politique en direct du Canada.
Merci beaucoup, Chaban, pour cette invitation. Un coucou à Atman qui est avec nous aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir d'engager une joute avec lui. Et puis un grand bonjour à notre peuple en Algérie, à l'étranger, et de gros remerciements aux gens qui sont dans l'ombre derrière vous pour nous faire cette belle émission qui, j'espère, plaira à tout le monde. On n'en doute pas, avec nos invités, comme à chaque fois, va venir nous rejoindre dans quelques minutes Maître Nabila Smaïl, avocate, militante politique et vous le savez, Nassera Dutour, on a reçu Nassera Dutour cette semaine, notamment dans le cadre de cette journée internationale des disparus forcés. Encore aujourd'hui une grosse journée puisque c'était un gros événement cette semaine, notamment à Paris depuis 4 jours. Il y avait encore un rassemblement et des tables rondes. On va tenter de la joindre et puis de faire un point avec elle et de rendre hommage aux disparus forcés en Algérie, puisque Nassera Dutour est présidente du collectif des familles de disparus en Algérie et elle est mère de disparus, puisqu'il y a déjà quelques années, elle a en tout cas, on lui a enlevé son fils, il aurait 46 ans aujourd'hui. On a une pensée pour elle, mais cela va de soi, une pensée pour toutes les familles. Chers invités, première question, puisque en fait cette question elle est liée à toute cette actualité. Où sont les disparus? Le droit de réponse, le droit de vérité, le droit de savoir, la liberté de la presse bien évidemment. La violence, puisqu'il y a cette violence, on va essayer de comprendre. Il y a ce qu'annonce Abdelmadjid Tebboune, le président, cette volonté de rassembler, le rassemblement. Il parle de prolongement des lois de Rahma, de la concorde civile et de la réconciliation nationale. Il parle de cette réconciliation. Est-ce que réellement, aujourd'hui en Algérie, il y a besoin d'un rassemblement? Est-ce que le peuple, réellement, il n'est pas soudé vers un même chemin, celui de la Daoula Madani, Matia Askaria, celui d'un nouveau système, de vivre dignement, librement, d'avoir aussi des droits de réponse? Est-ce que c'est pas tout ces questions n'unissent pas quelque part et rassemblent pas le peuple? N'est-il pas en fait rassemblé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Adel Djebbar. Ok, derrière ces mots, il y a encore de l'esbrouf et du mensonge et de la manipulation. Vous savez que la propagande et la prostitution sont les plus vieux métiers du monde et cette oligarchie militaire, cette junte militaire et sa façade civile est devenue experte en la matière. Donc il ne nous apprend rien. Ce monsieur-là qui prétend avoir été élu par les Algériens n'a en fait que 5%. Du corps électoral, donc les affidés, les obligés du régime qui ont voté pour lui. Ce monsieur ne représente que lui-même et la junte militaire qu'il a installée ici au pouvoir. Donc il n'y a pas de conciliation possible ou de réconciliation possible tant que le peuple est manifestement ignoré dans la revendication de sa quête citoyenne pour la liberté, pour la souveraineté, tant et aussi longtemps que le citoyen qui est le centre des préoccupations de n'importe quel gouvernement légitime et démocratique au monde n'est pas respecté, il n'y a pas lieu de disserter ou de communiquer. Les violences que vous avez citées aujourd'hui, que vous venez de citer, que nous avons malheureusement vécu de façon tragique en Algérie la semaine dernière et les autres semaines à venir et celles qui sont passées et celles qui sont à venir. Ces violences-là, elles viennent d'où? L'Algérien n'est pas violent, il ne naît pas, la violence n'est pas innée, il ne naît pas avec ce caractère reptilien, il le devient. C'est l'environnement qui façonne l'individu. Je vous donne un petit exemple pour étayer mon propos. Prenez un bébé italien qui naît en Italie, envoyez-le en Chine pendant 20 ans, il ne saura pas ce que c'est que la pizza ou la pasta. Prenez le chinois, envoyez-le en Italie, il ne saura pas ce que c'est que le riz. Il va manger de la pasta. Donc l'environnement est très déterminant. Nous, la violence, elle est institutionnelle. Elle est institutionnelle. Les Algériens sont privés de liberté de parole, ils sont privés de liberté tout court. C'est la loi du bâillon qui est installée depuis 1962. En 89, on a eu un leurre
qui a été présenté aux Algériens. Les Algériens ont été privés de parole depuis 1962. En 1989, donc presque 30 ans après, on leur dit parler. Nous ne savions pas parler. Nous avons commencé à aboyer. Nous avons aboyé pendant une année ou deux, et puis le blackout est revenu. Donc le rideau de fer nous est tombé dessus. Encore pour nous dire, fermez vos gueules, rentrez dans les rangs et ne bougez pas. C'est nous les maîtres du jeu. Nous n'allons pas partager le pouvoir avec vous. Vous êtes nos sujets. Vous ne pouvez pas être des citoyens souverains. Donc c'est toute cette histoire-là qu'il faut démêler. Tebboune parle, ou il y aura un autre Tebboune. Rien ne changera tant autant et aussi longtemps. Comme je l'ai tout le temps dit, comme je le pense, sincèrement, tant que la matrice satanique de ce régime n'est pas détruite et mise à la retraite définitivement. Ce régime est un régime militaire, totalement. Il n'accepte pas les discussions, il n'admet pas la contradiction, il n'admet pas une idée contraire. Donc on est très loin de pouvoir nous exprimer dans ce pays-là, et vous le voyez, donc les emprisonnements vont chaque jour, on lâche 5, on ramasse 15. Donc c'est la politique de la terreur et du contrôle social de façon animalière qui est pratiquée par ce régime-là. Et donc le reste, ce ne sont que de beaux discours qui ne rentrent pas dans nos têtes. Nous avons appris une chose, nous avons appris que c'est à travers la compétition électorale saine que les pays changent, que les sociétés changent. Ça crée des liens très forts entre les citoyens, et on l'a vu. Pendant le Hirak, il y avait un état d'esprit, il y avait une euphorie, une ambiance, un bonheur quasi suprême. Donc les liens entre les citoyens sont créés par les citoyens. Ils n'ont pas besoin de décrets signés par Tebboune ou quelqu'un d'autre pour créer notre bonheur. Et ces liens forts vont créer une identité politique. Donc lui, il est en train de nous dire, fermez vos gueules, ne parlez pas, nous allons vous donner de l'emploi, nous allons vous donner de logement, nous allons construire socialement le pays. Le social ne viendra qu'après avoir réglé définitivement la question cruciale du politique. Tant et aussi longtemps que les Algériens ne seront pas souverains, ne pourront. On va en parler longuement, on a encore pas mal de temps ensemble. Merci Siad El Djebbar, restez avec nous. Athman Mazid, avant vraiment de décortiquer, on va pour commencer évoquer les disparus forcés. On a une pensée pour eux, ils sont des milliers en Algérie. On parlera bien évidemment de la montée de cette violence, on va essayer de comprendre quelles en sont les causes. Et puis on évoquera aussi cette presse, cette liberté d'opinion. Mais d'un point de vue général, quand le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous parle de rassemblement, de quel message? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que réellement aujourd'hui le pays a besoin d'être rassemblé? On sent tout de même à écouter sur les réseaux sociaux, à Paris, à Londres, on a vu dans le cadre de ces vœux aux quatre coins du monde, de ces feux, qui ont ravagé encore une fois une partie du pays. On a vu tout de même que les Algériens étaient rassemblés. Ce mot rassemblement, réconciliation, rahma, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? C'est du verbiage, parce que avant de proposer des solutions, les Algériens sont preneurs s'il y a des solutions. Mais une solution, elle vient après un constat. Donc, M. Tebboune qui nous parle de réconciliation, mais quel est le problème aujourd'hui en Algérie? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème populaire au sein du peuple, ou est-ce que c'est un problème de rupture de la confiance entre cette médiocratie au pouvoir, c'est ce régime militaire corrompu, pervers, incapable, incompétent, vendu, je dirais vendu à tous les vents, où le peuple, partout, dans toutes les manifestations, depuis surtout, depuis le 22 février 2019, il n'a fait qu'exprimer dans toutes les langues, en kabyle, en arabe, en français, son unité et son amour de son prochain, de son voisin, et son amour de son concitoyen. À l'autre bout du pays, d'un bout à l'autre du pays, il se lance des mots
الجزائر تفتخر بكم وهران تفتخر بكم والقبائل يعيطوا الوهرة. Donc, moi, j'ai pas vu le constat que la solution que nous propose Tebboune aujourd'hui, elle ne repose sur aucun constat. Donc, elle ne peut pas être une solution. C'est une manœuvre dilatoire, c'est une manœuvre, d'ailleurs, ils n'en parlent même pas. C'est une campagne de propagande qui est menée par son entourage, et il est là dans le flou, dans l'ombre, tapis dans l'ombre, sans aucune déclaration explicite sur ses intentions, sur ce qu'il veut faire. Et il nous a amené à libérer, moi j'ai regardé les chiffres, près de 16 000 pour revenir donc au sujet qu'on va traiter sûrement tout à l'heure, mais des manœuvres comme ça dilatoires, en libérant 16 000 détenus, alors qu'il il a refusé de libérer près de 300 détenus d'opinion, des gens qui ont fait des likes sur Facebook. Il a refusé de les libérer, il a libéré 16 000 détenus de droit commun, sans aucun accompagnement, sans aucune évaluation, sans aucun protocole d'insertion, de réinsertion sociale, d'encadrement, d'accompagnement pour la réinsertion sociale. Il n'y a rien, sans aucune évaluation des mesures dans ce pays où la règle, c'est la démonstration de force systématique, où le pouvoir aujourd'hui ne sait rien régler en dehors de faire des démonstrations de force. La démonstration, on ne gère pas un pays en faisant des démonstrations de force. Le peuple adhère et accompagne un pouvoir et il le soutient, il le porte à bout de bras quand il voit que ce pouvoir réfléchit, travaille, veille à lui trouver des solutions à tous ces problèmes, aux problèmes qu'il peut être amené à rencontrer au quotidien. Ce que l'Algérien voit aujourd'hui, c'est que plus personne ne se soucie de lui, personne ne se soucie de ses conditions de vie, personne ne se soucie de l'avenir de ses enfants, et il n'y a aucune confiance dans ce pouvoir qui se discrédite de jour en jour et qui essaye de jour en jour de trouver des palliatifs à son manque de légitimité par les urnes, par le travail, par la compétence, par la bonne foi, par l'intégrité. Rien, aucun critère d'évaluation de ce pouvoir ne nous donne satisfaction. Merci Atman Mazid. Je reviens à vous dans un instant. On va donc entrer maintenant dans le détail. J'ai envie de dire, on va essayer de comprendre, rendre hommage à ces dizaines de milliers de disparus en Algérie. Sur ces images, on va leur rendre hommage et on se retrouve tout de suite après. Mon fils Abdelmalek, il était enlevé le 18 avril 1996 à 18h30. Il était 4h de l'après-midi. Il y a un de ses amis, il est monté avec le bidon, il m'a dit Mohamed, ils l'ont pris. Je dirais qu'il a été jugé dans une cour spéciale. Personne n'avait assisté. Civil et armé. De sécurité militaire. Je suis la sœur qui disparaît. J'ai été enlevée, moi et mon frère. Il a été enlevé, lui le premier, puis ils sont revenus vers moi. Moi, j'ai été relâchée le 8 avril 1996. Et j'ai laissé mon frère De retour sur le plateau de Microscoop ce soir, on fait une rétro de la semaine avec ces trois thématiques. D'abord les disparus forcés, il y a des femmes, il y a des hommes, des personnes âgées
hommes et femmes aussi ont disparu alors qu'elles étaient déjà en pleine avancée dans leur vie. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de parents qui ne lâchent rien. On espère avoir Nassera Dutour tout à l'heure, présidente du collectif des familles victimes, des familles de disparus qui sont victimes aujourd'hui, qui sont à la recherche de réponses d'un droit de savoir, de disparus en Algérie. On espère l'avoir. Et puis on va aussi recevoir Maître Nabil Asmaïl qui nous parlera un peu de ce dossier d'un point de vue judiciaire. Adel Djebal, je reviens vers vous. Bien évidemment, comme vous le faites à chaque fois, vous pouvez rendre hommage aux disparus. On a une pensée, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Sont-ils vivants? Dans quel état ils vivent? Sont-ils emprisonnés? On rappelle que ce sont des disparus, mais forcés. Hein, c'est-à-dire qu'on peut parler de kidnapping, on peut parler de... Enfin, aujourd'hui, on n'a aucune information. Je vous donne la parole à tous les deux. Je rappelle ces questions qui sont fondamentales. Notre fils, notre fille est-elle vivant? Le droit de savoir. Où sont les corps? Où est la vérité? Pourquoi ce silence en Algérie? Le 30 août dernier, c'était la journée internationale. Il y a eu des hommages au sein de notre chaîne, bien évidemment, mais des collectifs, des associations. Pourquoi est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune ne fait pas de cette journée une journée importante? Commémoration, téléphoner aux familles, passer un message et tenter de les réconforter, serait-ce que ça serait important. Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ce problème? Est-ce que pour eux, ils l'ignorent? Est-ce c'est un problème, c'est une cause, et le mot est faible, qui est totalement inexistante? Adel Djebal. Il ne peut pas demander pardon comme ça, prendre le téléphone et dire excusez-moi, on a enlevé votre fils, on a exécuté extrajudiciairement, lui et d'autres, et puis il raccroche le téléphone et c'est fini. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il s'agit d'êtres humains qui sont chers au cœur de leur maman, de leurs parents, et ils sont très chers dans nos cœurs aussi. Sachez une chose, c'est qu'en 92, on a eu une jeune criminelle assassine. C'est des généraux génocidaires qui ont pris le pouvoir. 30 ans après, ils sont encore là. Menna Djebal, qui a les mains souillées de sang, des martyrs de Tibrin et des martyrs algériens, est encore au pouvoir. Il était assis à la gauche de Kidboun la dernière fois. Ça démontre tout le poids qu'il a dans l'échiquier sécuritaire algérien. Et puis le Nasser al-Jinn, et puis tous les tueurs à gages, tous les assassins sont encore au pouvoir. Nezar est revenu dans un avion présidentiel, lui qui a exterminé des Algériens, qui a donné des ordres pour leur tirer en pleine poitrine à balles explosives. Le Jajan, comme on l'appelle, il est encore au pouvoir. Ces hommes sont au pouvoir. Moi, je ne peux pas parler des 25 000 disparus. Je parlerai de ça. Celui-là, c'est le symbole des disparitions. Un enfant de 16 ans qui a été arraché à sa mère alors qu'il quittait le domicile familial pour aller à l'école. Il n'est plus jamais revenu. Maintenant, pour répondre à ces voyous, ces assassins, nous savons, il y a eu des témoignages de gens qui étaient avec eux à l'intérieur de l'institution militaire. Je n'aime pas ce terme, ce n'est pas une institution, c'est une organisation de voyous et de bandits qui est privatisée par des proxénètes. Donc, ils enlevaient des Algériens par camion, ils les faisaient disparaître, et c'était des charniers. On a eu des témoignages de charniers qui se trouvaient du côté de Boumerdes. On a eu des charniers à l'est, à l'ouest, au centre de l'Algérie. On canardait les Algériens parce que les Algériens ne représentent absolument rien. Qu'y a-t-il de changé dans cette nouvelle Algérie avec à sa tête une cervelle d'oiseau qui lui-même est partie prenante de ce régime criminel? N'a-t-il pas dit en face, devant les yeux de tous les Algériens, que c'est-à-dire un président entre guillemets, c'est un accident de l'histoire, comme un accident géologique qui a voulu qu'un malfrat de cette espèce puisse un jour monter sur le toit de l'Algérie et nous parler. Ça, une réconciliation, ça prend deux parties. Les gens qui ont vécu dans leur chair cette immense douleur qu'on n'arrachera jamais jusqu'à la mort, et les voyous et les bandits qui sont encore là, qui ont dilapidé, qui ont tué, qui ont exterminé 250... Vous savez ce que c'est, 250 000 âmes
qu'on a exécutés comme ça. On a des témoignages du bandit Mohamed Lamari qui dit « Je ne veux pas de prisonniers, cartonnez-les, arrachez leurs têtes, jetez-les dans les autoroutes, jetez-les dans les quartiers. » Tawfiq disait la même chose. Le Mujrim Ismaïl Lamari disait « Il y a de la littérature aujourd'hui pour les gens qui veulent ça. » Nous avons un régime criminel, prédateur, antinational, surtout depuis 92, où ce sont les harkis, les enfants de la France coloniale qui ont pris le pouvoir avec l'aide de la France. Et ils y sont encore aujourd'hui. Que font-ils de bien? Rien. Ils sont en train d'affamer ce peuple, de l'enfoncer dans les ténèbres de la faim et de l'ignorance et de la maladie, et ils s'en foutent royalement. Donc la balle, à mon avis, est dans notre camp. Il faudrait qu'on puisse réagir pour faire défi à ces voyous et nous libérer définitivement de cette ignoble dictature militaire. Je reviens à vous dans un instant, si Adel Djebbar. Athman Mazid, je vous donne la parole dans un instant sur la même question. On va écouter ici, c'était donc mardi dernier, le message comme quoi la question est importante, pourquoi un président de la République ne rencontre pas ses familles, ne leur passe pas serait-ce qu'un message. Vous allez écouter ici le message poignant d'une maman d'un disparu. لا واش داروا لا واش ما داروش صغار يقراو مساكن على بالهم والو تيبانات الخبز ما يجيبها لهمش بابا ما ياكلوهاش ما فهمتش انا تحطت عليا البليه هيك كيتسمعي باللي كاين الناس كانت متورطه في التسعينات وتكرمت. ماشي غير في التسعينات دركا مازالوا يتكرموا مجرمين كلهم قاعدين يتكرموا وعايشين لاباس عليهم فيهم وحنا خبر كما يقولوها ما كانش هضره برك ما كانش. كاينه العداله الالهيه يما كاينه العداله الالهيه العداله تاع ربي تاع ربي الصح في الدنيا ما عندناش. Voilà, toujours autant de messages poignants. Il en existe hélas des dizaines et des centaines un peu partout dans le pays. Athman Mazid, on vient d'entendre une maman qui attend des réponses, qui attend peut-être un message de réconfort, même si ce président est critiqué, il est critiquable. On parle d'illégitimité, mais pourquoi est-ce qu'en Algérie, cette grande journée, d'abord internationale des disparus forcés, et aussi en Algérie, pourquoi est-ce qu'un chef d'État, un ministre, personne ne parle à ces familles, ne les rencontre, les soutient, ne les soulage? Pourquoi ce silence? Alors moi quand j'écoute ces mamans, ces femmes, ces parents, ces proches de ces disparus, et tous, ils ont tous le même discours, et ils expriment tous la même demande. Et ils disent l'akhbar, pas d'informations, pas de nouvelles, et pas de tombeaux, pas de tombes. Voilà. Donc ils demandent simplement, c'est vraiment savoir, juste pouvoir faire leur deuil, dire voilà, notre enfant, notre frère, notre père, il est mort ou il est vivant. Mais s'il est vivant, donc jugez-le. Et s'il est mort, qu'il puisse se recueillir, parce que de toute façon, s'il est mort, il ne reviendra pas. Mais pour ceux qui sont vivants, qu'on leur reproche, qu'on leur dise voilà, votre père s'est rendu coupable, votre frère, votre fils s'est rendu coupable de ceci, de cela, et il a été jugé. Il a été jugé, y compris s'il a été jugé par des juges en cagoule, mais qu'on leur dise voilà, il a été jugé, il a été condamné à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans de prison, à perpétuité, et qu'ils le sachent, et que ce détenu a des droits.
a des droits, y compris si c'est une justice qu'on critique, bien sûr, bien évidemment, qu'on critique la justice d'exception, la justice qui n'accorde aucun droit à l'accusé, qui est uniquement à charge et qui n'a pas le droit de se défendre. C'est tout à fait condamnable. Mais ces gens-là, c'est vraiment le manque de considération de la dignité humaine, de la vie. Pour ces gens-là, ça ne représente rien. D'ailleurs, à tel point que on n'a même pas de chiffres. Voilà. On n'a pas de chiffres, il n'y a aucun recensement. On est à 100, 50, 100 000, les chiffres varient. Donc on n'a même pas, ils ne prennent pas la peine de donner des chiffres exacts ou à peu près exacts qui se rapprocheraient de la vérité sur le nombre de disparus, sur le nombre de morts, et on reste comme ça dans le vague. Donc chacun pleure de son côté, ceux qui ont les morts, les disparus, et on laisse comme ça la société déchirée, parce que c'est un problème des années 90. D'ailleurs, ça ne remonte pas qu'aux années 90, puisqu'il y a eu des gens qui ont disparu en 1976. Il y a des gens qui ont disparu. Le premier disparu, c'est Boumdine qui l'a fait disparaître. C'était un étudiant à Babzouar. J'ai plus son nom, mais en tout cas, la technique cette manière de faire disparaître toute l'opposition, de la faire disparaître et de ne pas donner de nouvelles, c'est vieux et c'est récurrent chez ce pouvoir. C'est une méthode qu'il affectionne pour liquider, pour se débarrasser d'un problème. Et plutôt que de l'affronter, de disséquer ce problème morceau par morceau jusqu'à trouver une solution et régler ce problème sans la violence, la seule solution qu'il a, lui, c'est d'enterrer les problèmes, de prendre les individus qui posent problème, de les faire disparaître, de les faire comme leur modèle, celui d'Arabie Saoudite qui a fait découper à la tronçonneuse et à la scie un journaliste. C'est la même chose en Algérie. On prend quelqu'un, on le jette en prison sans aucun jugement et on attend qu'il meure comme ça, du manque de soins, par quelqu'un qui se laisse mourir dans une prison par manque de soins, etc. On n'accorde pas de valeur à la vie de telle manière qu'on puisse dire, voilà, on a eu tant de morts, et ça c'est tout le temps. Les incendies de l'année dernière, on ne sait pas combien il y a eu de morts exactement. Les morts de 2001 en Kabylie, on ne sait pas avec un chiffre, un recensement exact, avec une liste nominative, avec des indemnisations de gens, ceux qui ont été abattus. En 1988, on ne sait pas exactement, avec une liste nominative, des gens qui ont été abattus pendant le soulèvement du 5 octobre et suivant d'octobre 88, etc., etc. Et c'est la même chose. On laisse comme ça des plaies ouvertes parce que ne pas mettre comme ça de mots, ne pas faire le bilan, dire voilà ce qui s'est passé, voilà telle personne est morte dans telle circonstance, etc. Y compris, voilà, mais solder. Nous avons besoin, le peuple algérien a besoin de solder ces événements et que ça ne reste pas comme ça des plaies purulentes dans la société algérienne, parce que ne pas traiter ces problèmes-là, comme il fait lui, comme avait dit Bouteflika à la mère, comme il avait rabroué la mère qui demandait des nouvelles de son fils. Oh, laissez-nous, laissons pour les Fatmat. Les Fatmat, une mère qui demande des nouvelles de son fils, et on lui impose, il la rabroue comme ça en public, il l'humilie en public. Oui, il est mort et alors oui. Il faut essayer de comprendre quand même la douleur de ces gens-là et compatir et essayer cette douleur-là. Cette douleur, c'est pas une douleur individuelle, c'est une douleur sociale, c'est une blessure sociale. Tous les Algériens souffrent de cette ignorance, de ce blackout, de ce silence qui est imposé, de cette omerta qui est imposée au peuple algérien pour ne pas traiter, de soulever et poser les douleurs et poser les diagnostics, dire voilà de quoi nous souffrons et il faut qu'on trouve une solution ensemble à ce problème.
Je reviens à vous, Atman Mazid. On a encore du temps. Question précise, vraiment à tous les deux. Adel Djebbar, on vient d'entendre Atman Mazid, et puis c'est ce qu'on entend de toute manière. Voilà pourquoi ce manque de bilan, pourquoi peut-être cette ignorance, un manque de respect, de considération. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de la décennie rouge, lorsqu'on parle de 2001, lorsqu'on parle des feux de 2021, enfin on pourrait en citer comme ça. On n'a pas l'impression, en tout cas les choses restent en statu quo, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de droit de savoir, il n'y a pas de vérité. Est-ce que, alors vraiment une question précise, est-ce que c'est un danger et cela fait peur, notamment actuellement au président de la République et à ses équipes, de faire ressortir tout ça et puis de mettre tout ça sur la table et de dire les vérités? Est-ce que ça leur fait peur? Est-ce que c'est un danger? Ou est-ce que réellement il y a un problème d'incompétence? On a tout perdu, on n'a rien géré et ils sont dans l'incapacité de dire aux parents on a des réponses. Adel Djebbar. Moi je pense qu'il n'y a absolument aucun danger. Le seul véritable danger pour l'Algérie et pour le peuple algérien est cette oligarchie de voyous prédateurs, des potentats qui ont privatisé une armée, qui se sont accaparés de ses richesses et qui continuent à la gérer à la hussarde. Vous savez que l'Algérie est classée 4e au monde en termes de dépenses militaires par habitant. Donc pour un groupe de 4 habitants, il y a un militaire pour qui on dépense de l'argent. Il faudrait que ces voyous, parce qu'il faut les appeler tels quels, ils apprennent une chose: ce n'est pas au criminel de pardonner à sa victime, c'est à la victime de se mettre en face de lui et d'offrir le pardon si pardon il y a. C'est comme ça que ça se passe dans les pays civilisés. Merci Adel Djebbar, je sais que vous en êtes capable. Gardez vraiment votre raisonnement. On a Maître Nabil Asmaïl qui vient nous rejoindre pour 10 minutes. Comme on a encore du temps, merci vraiment pour votre compréhension, Adel Djebbar, observateur politique. On va prendre tout de suite Maître Nabil Asmaïl. Bonsoir, cher maître, militante politique. Maître Nabil Asmaïl, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir à vous. Très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, on va vous garder 10-12 minutes. Je sais que vous êtes très prise. On reprend un peu les actualités de cette semaine. Il y a ces disparus qui se comptent en milliers en Algérie. On n'a pas les chiffres. On a cette montée de la violence. On a aussi cette liberté de la presse. Et puis derrière, on a tout de même un président de la République qui fait un effort, qui parle de rassemblement, d'unification, qui a envie d'unir les Algériens entre eux, qui parle aussi de main tendue. Ce sont deux choses qui pourraient satisfaire les disparus, parce qu'on n'a pas entendu le président cette semaine avoir une main tendue envers les familles. On a des journalistes qui sont aussi derrière les barreaux. Il y a ce problème toujours de détenus d'opinion. J'aimerais avoir une réaction de votre part avec notamment ces 3 actualités et puis la position du président dans ces dossiers, avec un silence et des réponses qui ne sont toujours pas présentes et qui n'arrivent toujours pas pour peut-être satisfaire et apaiser plutôt un peu les Algériens. Écoutez, nous sommes depuis 62, nous vivons une situation de fait accompli imposée par un régime qui vit dans le déni de la réalité, dans le déni des droits, dans le déni du SMIC de correction et d'éthique politique. Moi, je ne parlerai pas de M. Tebboune, parce que M. Tebboune est à la tête d'un pays qui a accumulé beaucoup de tragédies, beaucoup de non-dits, beaucoup de crimes qui ont été commis contre le peuple. C'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de tout un pays. C'est la responsabilité de tout un régime.
Et quand on parle de régime dans sa globalité. C'est pas l'affaire d'un homme. Moi, je ne peux pas oublier la fameuse phrase de M. Hamrouch, qu'au début du Hirak, quand des citoyens, des Algériens ont été le voir pour lui demander de se porter candidat à la présidence, avait dit, même si je suis élu, je ne peux absolument rien faire. Parce qu'il ne s'agit pas d'une personne. Moi, je ne peux pas et je me refuse de me focaliser sur une personne, alors que la crise est une crise de légitimité, de gouvernance et de régime en place. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de chocs, il y a beaucoup de traumatismes qui n'ont jamais été pris, qui n'ont jamais été traités, qui n'ont jamais été pris en considération, qui n'ont jamais constitué une priorité pour le régime en place. D'où cette violence qui n'arrête pas de connaître une montée très très dangereuse. Pas plus tard que ce matin, on a appris qu'un jeune a été retrouvé égorgé à Telmeit, à même pas 13 km du chef-lieu de Tizi Ouzou. Donc, vous savez, ça c'est très très inquiétant. Et quand j'ai intervenu avant-hier sur les ondes de Mararibia, j'avais dit que ça c'est la responsabilité de l'État parce que le droit à la sécurité est un droit constitutionnel. Maintenant, vous me dites qu'il y ait main tendue ou qu'il n'y ait pas main tendue, il n'y a jamais eu de réelle volonté de se réconcilier avec le peuple parce que avec toutes les tragédies qu'a subi le peuple algérien, toutes les réconciliations c'était à l'intérieur du régime, c'est des réconciliations entre clans. Jamais la société civile ou les partis politiques réels, les vrais partis politiques n'ont été associés. Chaque fois qu'il y a une tentative d'aller vers des conférences de rassemblement ou des conférences nationales pour le débat, pour le dialogue, il y a toujours eu un dialogue de sourds. C'est le pouvoir avec ses enfants. Donc, vous savez, le problème de l'Algérie est un problème très très profond parce que l'Algérie est l'otage d'absence de volonté. Il n'y a pas de volonté pour régler et sauver ce pays. Il n'y a pas de volonté pour rassembler le peuple. Il y a eu une chance, c'était le Hirak qui avait rassemblé le peuple, qui avait uni le peuple, et ça n'a pas arrangé le pouvoir. Pour preuve, regardez ce que nous subissons. Nous subissons une vengeance, nous subissons une répression qui n'a pas raison d'être, nous subissons des chantages, des provocations, des intimidations, des provocations, je ne sais pas où. Donc, vous savez, tous les activistes sont collimateurs. Chacun attend son tour. Et ça, c'est dramatique pour nous. On ne soit pas libre de critiquer le pouvoir, de dire que c'est pas comme ça que ça devrait marcher, parce que c'est mon droit de dire que ceux qui sont en place doivent gouverner autrement, ils doivent nous rendre des comptes. Vous savez, vous avez des institutions qui sont à la solde d'un pouvoir et pas au service d'un pays. Donc c'est tout ça. Le problème est très profond. Donc maintenant, vous parlez du dossier des détenus. Le dossier des disparus, tout comme le dossier des détenus, tout comme le dossier de ceux qui se plaignent de cet abus de justice, tout ça, c'est des traumatismes, c'est trop. Ce peuple, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce que veut ce pouvoir. Est-ce qu'il veut aller vers l'affrontement que le peuple refuse? Est-ce qu'il veut dans une conjoncture mondiale comme celle que nous vivons tous, où tous les pays sont en train d'aller vers des rassemblements et des alliances, nous on est en guerre entre nous et en guerre avec tous nos voisins. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas ce que veulent les tenants du pouvoir. Justement, moi, je dois parler de moi. Oui. Oui, allez-y, je vous laisse finir. Allez-y. Nous, les militants on se bat depuis toujours. Moi, je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai commencé à lutter. On se bat pour préserver l'Algérie. On se bat même pour aller vers un pardon, vers une amnistie générale de tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la peur qui leur fait faire ça? Est-ce que c'est la crainte
en cas où le pouvoir change de main, il va y avoir des représailles. Mais déjà que le pouvoir n'a pas changé de main, il y a des luttes de clans. Et ces luttes de clans, on n'en veut pas. Alors, on ne veut pas mettre l'Algérie en danger. On ne veut pas. On ne veut pas exposer notre pays à un éclatement, à une guerre civile, à tout ce qui pourrait... parce qu'elle est trop affaiblie. L'Algérie est trop affaiblie. Vous parliez de... Oui, vous parliez justement de 2 petites minutes. On vient de me dire que nous avons le plaisir d'avoir Nassera Dutour que vous connaissez. 2 petites minutes. Alors effectivement, nous on évoque Abdelmadjid Tebboune parce que c'est le président actuel et c'est le chef de l'État, donc il est responsable aussi de ce pays. Le hasard du calendrier, c'est qu'il y a 10 jours, il recevait un chef d'État étranger, en l'occurrence Emmanuel Macron, avec tout un cérémonial et des accolades. Et puis des embrassades, enfin on ne va pas y revenir. Et puis le hasard de calendrier, c'est 48 heures après, on a cette journée internationale des disparus. C'est peut-être pas une question de personne, mais pourquoi, en parlant de main tendue, est-ce qu'il ne passe pas un coup de fil à la présidente du collectif des familles de disparus en Algérie en lui disant on vous reçoit, on va essayer d'apaiser la situation, de vous apporter des réponses, on fait de cette journée aussi une journée commémorative par exemple. Pourquoi il ne le fait pas? C'est le régime au sens clan qui pose problème, c'est pas ce président, il n'a pas les manettes clairement en fait. Parce que la tragédie de la décennie noire n'a jamais été réglée. Ce n'est pas l'amnistie ou la loi de la concorde civile de Bouteflika qui a réglé le problème, c'est faux. Donc quand on parle d'un chef de l'État ou d'un président de la République je ne défends absolument personne, mais c'est une crise qui n'a jamais été traitée. Donc on ne peut pas traiter ça avec un coup de fil, appeler la présidente de l'association ou les familles de détenus pour les inviter. C'est pas un championnat, on ne va pas les inviter à le Mouradia pour leur dire bon d'accord on arrête tout. Il faut prendre au sérieux ce problème. Et c'est un problème, c'est un cumul, c'est un héritage qui est très lourd. Parce que si on commence à relancer le débat, tout le monde sait que le débat n'a pas... Ce dossier n'a pas été clos, ce dossier a été mis de côté, il n'a pas été traité, il n'a pas été réglé. Ce dossier a connu un traitement, un faux traitement. C'est une tumeur qu'on a traitée avec du mercurochrome. C'est pas vrai. Donc ça ne se règle pas avec un coup de fil ou ça ne se règle pas. Vous savez, quand on est responsable à la tête d'un pays aussi fragilisé, qui traîne autant de drames, autant d'injustices. On parle encore des injustices du colonialisme qu'on n'a pas encore traité. On parle encore des crânes qui n'ont pas été restitués. On parle encore des archives qui n'ont pas été restituées. Donc nous vivons, ou bien l'Algérie est l'otage d'un bricolage qui dure depuis 62. Le pouvoir qui a été mis en place depuis 62 n'a jamais traité les vrais problèmes pour les régler définitivement et ne pas les laisser en héritage. Chaque président a trouvé un legs, un poison, il a traité comme il a pu, mais il n'a jamais été réglé. Alors maintenant, moi ce qui m'importe, c'est l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays, comment contribuer pour sauver ce pays? Parce que moi, je n'en peux plus de n'entendre que des constats. Maintenant, il faut oser proposer, il faut oser imposer des solutions, même s'il n'y a pas d'espace. Là, quand j'interviens sur le Magharibi, je n'interviens pas que pour faire des constats. J'interviens pour dire il faut se mettre autour d'une table et décider qu'il faut régler la question. Il faut laisser quelque chose à nos enfants. Ce n'est pas possible de transformer l'Algérie en un énorme hypermarché où tout le monde vient faire ses achats et on laisse le petit ouvrier incapable de joindre les deux bouts. Il faut que les forces politiques, les forces de la société civile, tous ceux qui aiment ce pays, il faut qu'ils arrêtent de penser à le quitter, il faut qu'ils se mettent à travailler et qu'ils se disent chacun a un rôle à jouer pour sauver ce pays. Ce pays, merci. Tout le monde. Il y en a marre d'attendre un messie qui va tomber du ciel
pour nous régler la situation. Il faut commencer par se régler soi-même. Il faut commencer par merci. Ce pays, nous sommes responsables de cette situation. Nous avons notre part de responsabilité. Merci maître, merci infiniment. Merci, on aura le plaisir de vous réinviter et puis on essaiera de relancer les échanges et les débats sur des propositions concrètes. Je m'excuse auprès d'Adel Djebbar et Atman Mazit, mais qui sont fidèles à l'émission, ils vont comprendre. On va prendre tout de suite Nassera Dutour. Bonsoir Madame Dutour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je sais que vous êtes très prise. Il fallait encore aujourd'hui qu'on vous invite, qu'on vous ait. On rend hommage ce soir, bien évidemment, à cette journée du 30. Vous avez la parole. Bon, je vous ai reçu cette semaine, mais c'est toujours les mêmes questions qui se posent. D'abord, vous ne lâchez rien. Les mamans, les parents, les familles ne lâcheront rien. Vous êtes toujours en attente d'une vérité, d'une information, d'un droit de savoir. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, le droit de savoir, c'est un droit inaliénable. C'est un droit qui est international. C'est un droit que personne ne peut nous enlever. Et je ne laisserai jamais personne m'enlever ce droit. Juste pour saluer mon ami Nabil Asmaïn, je pense que si j'ai bien reconnu sa voix, parce que j'ai pris l'émission en route. Oui. Mais juste pour... c'est pas une critique, hein, c'est vraiment pour dire que je ne peux pas pardonner si on me demande pas pardon. Je refuse de pardonner si on me demande pas pardon. La charte pour la paix et la réconciliation nationale, dite pour la réconciliation nationale, moi je me suis battue contre. Et nous avons des familles disparues qui ont été emprisonnées, enfin emprisonnées, c'est un gros mot, mais en garde à vue parce que on menait campagne contre la charte pour la paix et la réconciliation nationale. C'était la charte de l'impunité, c'est la charte qui nous semble à nous d'oublier. Et j'ai paru un article dans, je ne sais plus dans quel média, vous pouvez le trouver sur kern.fr, c'est « Je ne peux pas pardonner si on ne me demande pas pardon ». Et je ne suis pas prête. Moi, le pardon est individuel. Moi, je veux savoir ce qu'ils ont fait de mon fils. Je veux savoir pourquoi c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? Pourquoi est-ce qu'on a atteint ce summum de l'horreur ? Pourquoi est-ce que les Algériens se sont entretués ? Pourquoi les Algériens ont tué des Algériens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On veut la vérité sur tout ce qui s'est passé. Pas seulement les disparus. Il y a les victimes du terrorisme aussi. Toutes les victimes. Je veux savoir ce qui s'est passé pendant toute cette période. Et l'histoire doit être écrite. Et je ne pardonnerai, moi, personnellement, je dis, je ne veux pas pardonner à qui ne me demande pas pardon, mais je ne suis pas prête à pardonner qu'on m'ait enlevé mon fils à la fleur de l'âge. Il avait 21 ans. Il était beau comme un dieu, comme toutes les mères. De toute façon, je suis une mère. Et les mères trouvent ça Quand on parle aux mères, toutes les mères nous disent c'était le meilleur, c'était le plus gentil, c'était le plus beau, c'était ceci, c'était cela. Mais parce qu'il n'est plus là, parce qu'on l'a plus, on peut plus le prendre dans nos bras, parce qu'on peut plus l'embrasser, parce qu'on ne peut plus lui assurer un avenir. Enfin, essayer d'assurer un avenir dans ce pays-là, d'assurer un avenir dans ce pays où les jeunes aujourd'hui ils préfèrent prendre la barque, aller mourir en mer que de rester chez eux. Mmh. Vous gardez, vous ne lâchez rien, je vous en prie, c'est moi. Vous gardez tout de même espoir. On a entendu effectivement, puis tous nos invités le disent, c'est beaucoup plus profond. Alors nous ici, on évoque bien évidemment les responsables politiques actuels pour parler d'une politique d'un pays, puisqu'il y a des ministres, il y a un président, mais vous gardez espoir tout de même avec la situation géopolitique du pays, dans quel état le pays est, le système politique, le système des institutions, le système judiciaire. Vous gardez espoir tout de même un jour d'avoir des réponses sur tous les dossiers dont vous venez nous parler ? Non, c'est pas une question d'espoir. Moi, je me lève tous les matins pour me dire je me bats pour la vérité. Je me bats pour la justice. Je me bats pour une Algérie meilleure. Je me bats. Sinon, je reste dans mon lit. Pourquoi ? Moi, j'ai 67 ans. Je dors. Je prends ma retraite et je dors. Enfin, ma retraite, je peux la prendre. Mais c'est pas la question, ça. C'est que
Excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai perdu la question. Je vous en prie, non, je vous demandais effectivement, vu la situation actuelle, les parents attendent des réponses. Est-ce qu'on peut espérer, c'est pour ça que je parle d'espoir, mais est-ce qu'on peut penser et voir demain des réponses? Effectivement, il y a le pardon, mais aussi des réponses. Est-ce que demain, on peut dire à ces familles, avec un grand D, bien sûr, que oui, dans quelques mois, dans quelques années, la vérité sera là? Dans quelques années, c'est trop tard. Bon, c'est peut-être trop tard pour moi, mais je suis en train d'inculquer la jeunesse algérienne à continuer à faire la vérité. Et d'ailleurs, je remercie mes compatriotes algériens d'avoir brillé par leur présence dans toute cette semaine que j'ai organisée sur les disparitions forcées. C'était pas seulement sur l'Algérie, c'était sur différents continents, avec différents thèmes. Je n'ai pas vu, à part les amis de Riposte International, je n'ai pas vu mes compatriotes algériens venir nous soutenir. Bon, bref, c'est pas grave. Mais je refuse de parler d'espoir. Ce n'est pas l'espoir. Nous sommes, au fond de nous, entre l'espoir et le désespoir, malheureusement. Mais je refuse d'employer ce mot d'espoir. Je me bats pour la vérité et pour la justice. Je me bats pour une Algérie meilleure. Je me bats pour que l'Algérie ne tue plus ses enfants. Je me bats pour que l'Algérie ne fasse plus disparaître personne. Je me bats pour que la jeunesse algérienne ait un avenir meilleur. Je me bats pour que les Algériens ne prennent pas la barque et aillent se faire manger par les poissons. Vous ne pourrez pas savoir le nombre de personnes qui m'appellent, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations algériennes, qui m'appellent pour me dire « Mon fils, ma soeur, une femme enceinte ». Récemment, j'ai eu un appel d'une personne qui a, pas sa soeur, mais je ne sais plus, son amie, qui me demandait est-ce que je pouvais l'aider parce que une personne qu'elle connaît était enceinte avec une autre copine, elles ont pris la barque, elles ne sont jamais arrivées à Barcelone. Je me bats pour ça, je ne veux plus entendre parler, je ne peux plus supporter d'entendre parler, d'entendre qu'une personne cherche ses enfants sous terre, sur terre, dans la mer. Je ne peux plus supporter ça. Et comme on parle on vient de parler de Tebboune, mais Tebboune n'est pas un président. Excusez-moi, je le dis haut et fort, et je vais aller en Algérie plus tard, bientôt, et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur ni de Tebboune, ni de ses frères, ni Khaouto, ni Momo, ni Bouteflika. Bouteflika nous a dit les disparus ne sont pas dans mes poches. Indignement, il nous a dit ça. On fait djibi ou la wesh, on fait djibi ou la wesh. Ça veut dire quoi? C'est pas un mépris, ça? C'est pas un mépris de la jeunesse algérienne? C'est pas méprisant d'entendre parler de ce truc-là? C'est maintenant une débat, voilà. الدابات بتصوركم حشمتوني في العالم بتصوركم كي حشمتوني في العالم بتصوركم كي الدابات كذبوا على راسك. ما سرقنا ما خطفنا ما قتلنا، هما اللي خطفوا البلاد، هما كلاو البلاد. Le slogan principal de l'Hirak, où j'ai participé tout le temps, c'était Klitou le bled. Je ne me rappelle plus très bien de la phrase, mais c'était Klitou le bled, Klitou le bled. Aujourd'hui, ils font appel parce que malheureusement, on n'a pas de chance. Il y a la guerre en Ukraine, donc la Russie va fermer ses robinets. Donc tout le monde se tourne vers l'Algérie. Tous les pays européens se tournent vers l'Algérie, et notamment l'Allemagne qui a appelé à l'Union européenne de se reprocher des autorités algériennes pour le gaz algérien et pour le pétrole algérien, parce qu'ils ne pourront plus l'avoir d'ailleurs. Mais, pardon, je veux juste finir sur ça. Je vous en prie. Macron a appelé à faire la vérité. Moi, je l'appelle à faire la vérité que nous demandons, pas la vérité que eux demandent. La vérité qui va leur ouvrir les portes en Algérie pour aller commercialiser l'Algérie, pour aller faire des contrats commerciaux. Non, nous voulons l'Algérie, nous voulons la vérité avec toutes les victimes et pour toutes les victimes. Pas la vérité que eux demandent pour leur ouvrir des portes. On n'a pas besoin de commissions d'historiens mixtes, on a besoin de commissions vérité avec les victimes et pour toutes les victimes. Toutes les victimes, je dis. Toutes les victimes de la guerre de libération, des deux côtés, parce qu'on ne peut pas dire que seulement il y a des disparus seulement d'un côté, il y a des disparus de deux côtés, et la commission vérité devra faire avec les victimes et les témoins de cette guerre. Et de la merci, guerre.
qu'on en finisse avec cette histoire de rupture avec l'Algérie, qu'on en finisse. On n'en veut plus. Ça fait 24 ans que je fais le Quai d'Orsay quand on parle de rupture. Personne ne veut de rupture. Nous ne pouvons pas avoir de rupture. Nous avons vécu 130 ans ensemble, 132 ans. Quelle rupture il peut y avoir entre la France et le peuple? Je parle de peuple algérien et de peuple français. Quelle rupture il peut y avoir? Il ne peut pas y avoir de rupture. Il n'y a jamais de rupture entre les gouvernements français et les gouvernements algériens. Quand on peut dire que gouvernement, je dis pouvoir occulte. Je ne dis pas gouvernement, je dis le pouvoir occulte. Parce que moi, je ne considère pas Tebboune comme le gouvernement, comme le président du pays. Merci, chère Nassera Dutour. Merci infiniment. On aura le plaisir de toute manière de vous réinviter. Merci. C'était pas facile pour vous. Une semaine très, très chargée. Effectivement, vous dirigez aussi la FEMED, F-E-M-E-D. Voilà, contribuer à instaurer un véritable état de droit dans chaque pays de la région euro-méditerranéenne. Voilà, pour la FEMED, lutter contre l'impunité, rétablir la vérité et la justice sur ces dizaines de milliers de disparitions forcées. Je vous invite à aller sur Internet et rejoindre, soutenir la FEMED, soutenir le collectif des disparus, des familles de disparus en Algérie dont vous êtes la présidente. Merci Nassera Dutour. On va s'intéresser à la deuxième actualité, la troisième. Je vais aller très vite et place à nos deux invités. J'espère qu'ils me pardonneront pour ce timing très serré. On va revenir ici sur cette violence, montée de la violence, cet état Blida. Un jeune de 36 ans, Youssef, a perdu la vie cette semaine. Voilà, le jeune Youssef qui a perdu la vie le 25 août dernier. Je reviens, on a écouté sa maman tout à l'heure. Voilà, on vous diffuse ces images, mais il y en a malheureusement des dizaines. Maître Nabil Asmaïl nous parlait il y a quelques instants de cette personne retrouvée égorgée à Tadmeit précisément. Si Adel Djebal, vous aviez commencé tout à l'heure, vous étiez intervenu une petite minute juste derrière Saatman Mazid. Je vais très vite, je vous donne la parole. Désolé pour ce timing, mais Nassera Dutour n'est pas malheureusement souvent dans nos plateaux. Voilà, on va revenir aussi sur cette actualité, ces deux actualités dont on a parlé cette semaine. D'abord, cette violence qui monte de plus en plus. Il y a une violence physique aussi, morale, vous le disiez tout à l'heure, dans ce pays qui vit au quotidien, subvenir à ses besoins. C'est difficile aussi à l'école. Voilà, essayez de voir un peu avec vous d'où vient réellement cette montée de la violence et puis la position aussi du pouvoir dans tout ça. Prévention, sécurité, c'est leur but. Voilà, je vous laisse la parole à tous les deux. Comme ça, vous avez le temps. Il nous reste une petite vingtaine vraiment d'émissions, toute petite vingtaine. La matrice de ce système satanique est basée sur la violence, rien que la violence. Tout pour la violence. C'est un système violent qui ne parle pas, qui ne propose absolument rien. C'est la matraque, c'est la mitraillette, c'est les incarcérations, c'est une justice du téléphone, c'est le déni des droits, parce que c'est un système, c'est une excroissance hybride qui est sortie de notre sein et qui s'est transformée en une immense monstruosité incontrôlable, parce qu'elle a des armes. Moi, je reviendrai, avant de continuer sur cette question de la violence, sur le témoignage de Madame Nassera Dutour. C'est impossible de ne pas partager son immense douleur, comme celle d'autres mamans et d'autres parents. La dame qui parlait tout à l'heure dans la vidéo, qui faisait la vidéo, qui interrogeait
qu'est-ce qu'elle disait? Elle-même est la sœur de quelqu'un qui a été enlevé. Son père, je le connais, c'est un grand militant des droits de l'homme qui s'est éteint il y a quelques années. Hiya, c'est une grosse militante. La dame qui répondait, elle a répondu de façon extrêmement philosophique. L'Algérie profonde. Elle disait en substance que si la justice de ces criminels est imminente, la justice d'Allah, celle de Dieu, elle est immanente. Nous avons la patience pour attendre et nous nous retrouverons chez celui qui n'opprime personne, qui donne les droits à tout le monde. Donc, nos blessures, sous la junte militaire qui est là depuis 60 ans, elles ne se cicatriseront jamais. Ce sont les mêmes acteurs, c'est la même école de pensée, c'est la même philosophie, la même manière de voir le monde, la vie et les valeurs. Pour la junte militaire criminelle, l'Algérien est un insecte. C'est un sous-produit de l'humanité. Il fait partie de la lie de l'humanité. C'est comment dirais-je, c'est des gens qui ne représentent strictement rien. On peut les tuer, il n'y a aucun problème. Hier, on nous annonçait la mort de quelqu'un qui a été incarcéré depuis 30 ans dans le plus grand secret et qui venait de rendre l'âme. Donc il n'y a rien à faire. La seule solution, l'unique, c'est de dégager cette dictature militaire, de ruiner, détruire ce système maléfique, autocratique et dictatorial, et d'aller construire un véritable État démocratique qui est choisi par le peuple, dont les responsables sont élus et choisis par le peuple. Ils ne sont pas désignés par une police politique criminelle. C'est la seule solution. Nous, on ne peut pas changer de paradigme si on ne change pas la nature profonde du système. Nous sommes dans une énorme caserne gérée par des psychopathes atteints de démence chronique et qui ne lâcheront absolument rien. Nous, le danger que nous appréhendons pour notre pays, c'est celui qui va venir de cette secte satanique militaire. Il n'y a pas d'autres dangers qui vont pouvoir mettre en péril notre pays. Un peuple qui se fait confiance ne peut pas avoir peur de n'importe quel péril étranger. Pour revenir à cette question de violence, est-ce qu'il y a eu de la violence au Hirak? On avait eu un peuple extraordinaire, des vieux, des jeunes, des femmes, des filles, des demoiselles, des petits-enfants, avec des carrosses. Il n'y a pas eu une bouteille qui a été cassée ou un verre. Quand on terminait le Hirak, on ramassait tout, on nettoyait tout, on remettait tout en ordre. Ce que je veux dire à mes frères, à mon peuple en Algérie, à nos frères et nos sœurs en Algérie, nous avons commis deux grosses erreurs. En 1991, nous avions manifesté les vendredis à la sortie des mosquées, on rentrait chez nous pour laisser le tyran s'occuper de notre quotidienneté. Nous avons récidivé en 2019, en manifestant et en occupant les rues uniquement vendredi. C'est insuffisant. Si on veut détruire une tyrannie, il faut arrêter de la servir. Donc si le Hirak reprend, et il n'y a pas que la rue que nous allons occuper qui va être déterminante, elle créera un rapport de force avec ces voyous-là, mais il faudrait que nous puissions nous opposer de façon totale, intégrale, inconditionnelle et permanente à cette secte satanique pour la faire dégager. Je reviens à vous dans un instant pour un dernier tour. Athman Mazit, je reviens aussi à vous. D'abord, vous pouvez réagir effectivement sur les mots assez puissants de Nassera Dutour. Et puis, voilà, selon vous, vous disiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant. C'est vrai que gracier des milliers de personnes, parfois, c'est bien, mais ça peut aussi engendrer des problèmes de sécurité, notamment au niveau de cette montée de la violence. Comment vous la voyez? Où est la responsabilité? Il n'y a pas de prévention à l'école, dans les quartiers. L'État est absent aussi, impuissante à ce niveau-là? Alors, cher Athman Mazit, vous êtes en mute. Excusez-moi, là c'est mieux là. Je vous en prie, oui. Je vous en prie. Merci. Donc, oui, je disais que ce pouvoir exerce son pouvoir par la violence.
Donc, il est lui-même le générateur de la violence et de la violence sociale. Une violence symbolique, une violence physique. Pour ces généraux, la vie n'a aucune valeur. La vie, c'est comme les soldats qui meurent. Il y a eu des accidents d'avion, il y a eu des accidents d'hélicoptère. Les gens qui meurent, ils sont enterrés, on les met dans un cercueil scellé. Les parents ne voient rien du tout, n'ont même pas le droit à un dernier regard sur leurs proches. Et ce sont les militaires qui viennent et qui l'enterrent. Et personne n'a rien à dire, personne n'a à dire son mot sur la vie ou sur la mort des Algériens. C'est ça la situation. Et cette violence-là, elle est consubstantielle à l'existence même de ce pouvoir. Ce pouvoir n'existe que par la violence. Il ne gère ses affaires que par la violence. Et cette violence, c'est lui-même qui l'a insidieusement, elle s'est propagée dans la société et ça l'arrange, il gère cette situation en créant un climat d'insécurité qui lui permet de se maintenir au pouvoir, tout comme il a créé le terrorisme, il a créé des groupes, des partis politiques violents, etc., dont il se réclamait, qui ont utilisé la violence. Il y a eu, depuis 62, même avant 62, les règlements des problèmes politiques se sont réglés par la violence. Et jusqu'à 88, 89, 91, 92, il a laissé faire des partis qui ont prôné même la violence et qui l'ont utilisée quelquefois. Il y avait la violence sociale, l'organisation, il gère la violence. Tant que lui-même, ce pouvoir n'est pas atteint par cette violence qui existe en dehors du Club des Pins, en dehors de la colonie du camp du Club des Pins, ça l'arrange. L'essentiel, le seul problème, c'est quand cette violence qui est à l'extérieur du Club des Pins, elle entre dans le Club des Pins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. C'est l'Algérien qui souffre d'une situation de violence, alors que je suis entre deux âges, comme dirait Brassens. Je suis entre deux âges. Mais je me rappelle quand même que à une période en Algérie où le citoyen vivait quand même dans une quiétude tout à fait normale. On laissait les voitures à l'extérieur, on pouvait se balader la nuit, faire du stop la nuit, être pris en stop et se déplacer d'une wilaya à une autre en plein stop. Et les gens s'arrêtaient, vous prenez, discutaient parce que ça leur assurait de la compagnie et il n'y avait vraiment aucun climat d'insécurité. C'est depuis les années 90, depuis ce qu'ils ont, eux, appelé l'ouverture démocratique, parce que pour l'instant, il y en a beaucoup qui pensent que c'était l'âge d'or, c'était les années 90 et c'était l'âge d'or de la démocratie. Il n'y a jamais eu, de mon point de vue, il n'y a jamais eu de démocratie en Algérie. Ni depuis 62, l'Algérie est gérée par les mêmes pouvoirs militaires, les mêmes DAF. Donc, il n'y a pas eu de démocratie, c'est la violence. Et cette violence libérée comme ça, près de 16 000 détenus de droit commun, donc, dont certains sont extrêmement violents, sans aucun accompagnement, sans aucune solution de réinsertion sociale, sans aucune, ou dans un pays où la justice n'est pas une garantie d'accès, d'être conforté dans son droit. Être simplement un bon citoyen, respecter la loi en Algérie, ça ne suffit pas pour vous prémunir de quoi que ce soit. Vous pouvez partir, laisser votre maison une demi-journée, vous revenez, elle est cambriolée. Voilà. Alors que, et il n'y aura pas de suite. Vous laissez votre voiture une nuit à l'extérieur, le lendemain matin, elle a disparu ou il y a un manque des pièces. Mais il n'y aura rien de tout. On ne vous retrouvera jamais de coupable. Alors que si vous mettez un like sur Facebook, il y a
toute une panoplie de services qui ont été installés. Il y a des entreprises étrangères, mais y compris à l'étranger. L'Algérie finance et paye des entreprises à l'étranger pour surveiller les réseaux algériens et les militants, que ce soit en Algérie ou ailleurs, y compris en France, où la surveillance et les harcèlements contre les militants du Harak sont constants. Et sont M. Macron en sait quelque chose et il assure ici en France le maintien du pouvoir en Algérie. Merci Atman Mazid. Par ordre de tour de parole, je vais revenir vers vous tout à l'heure puisque c'est Adel Djebal qui a commencé pour une petite minute. Si Adel Djebal, pareil, rapidement, vraiment 2 petites minutes. Un mot sur la presse, mais c'est vrai que la comparaison est plutôt pas mal d'Atman Mazid, en disant parfois on se fait voler sa voiture, on n'a jamais de réponse, mais un mot sur Facebook et ça se passe mal. C'est quoi ce conseil supérieur de l'éthique selon vous, c'est Adel Djebal, et de la déontologie du journalisme ayant pour prérogative de se statuer sur les caractères professionnels des spécialités médiatiques? Pour moi, c'est le conseil supérieur d'éthique. Les poux, le gmel. Vous ne pouvez pas avoir de l'éthique dans une dictature. Dans une dictature, comme disait Einstein, il y a 2% de gens qui pensent, il y a 3% qui pensent penser et 95% qui ne pensent pas du tout. Allez penser avec ces gens-là. Allez émettre une opinion, comme disait Atman. Vous faites un like sur un post à Facebook, on vient vous ramasser. Ils sont très forts pour venir comme des singes dans leur voiture rutilante le soir, dans leur 4x4, pour ramasser un jeune de 20 ans qui a fait un like. Mais ils laissent faire cette violence qu'on a vue dans les rues de Blida, où des jeunes, peut-être sous l'effet des psychotropes et de la drogue, qui a envahi, qui a ravagé le pays, parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de travail, il n'y a absolument rien. On leur offre la drogue pour les endormir et pour les transformer en monstres. Donc, parler de presse dans une dictature, c'est faire la promotion de l'JICH, la revue l'JICH, qui passe tout son temps à nous casser les pieds avec des éditos insultants, agressifs, violents, pour faire la promotion d'une hiérarchie militaire de voyous et de bandits qui passe tout son temps à s'entretuer, à se mettre en prison et puis à commettre des délits ça et là. Il n'y a pas de presse, sinon toute la presse, la presse privée algérienne ne constitue pas des médias dignes de ce nom. Pour moi, ce sont des merdias qui obéissent au doigt et à l'heure, au doigt et à l'œil du DRS, parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Merci Adel Djebal, avec chaque fois votre position toujours aussi osée. Bien sûr, ça n'engage que vous, mais au moins vous êtes toujours aussi clair. Atman Mazid, voilà, pareil, vous avez 1 minute 30 à peine vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ce conseil d'éthique, même si vous nous en avez donné un aperçu il y a quelques instants? Moi, le conseil d'éthique, alors moi, je ne me permettrai pas de m'immiscer sur un terrain un petit peu que je ne maîtrise pas suffisamment pour avoir un avis aussi tranché, mais j'ai quand même, pas autant que vous en tout cas, mais je pense que le journalisme a été, il y a une charte, à ma connaissance, la charte de Munich, qui a été rédigée par des journalistes qui ont élaboré ce qu'ils ont appelé, eux, la charte de Munich, qui donne, la charte de Munich, elle donne 10 devoirs. Elle a été rédigée, élaborée le 24 novembre 1971 à Munich par un consortium, une assemblée de journalistes internationaux qui venaient de plusieurs pays du monde. Et ils ont discuté de leur métier de journalisme, quelles sont leurs obligations, quels sont leurs devoirs. Donc il y a 10 devoirs et 5 droits. Donc, il y a plus de devoirs. Le journaliste, ce sont les journalistes. Ils se sont donné plus de devoirs que de droits. Voilà. Et dans respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Donc, le public
a le droit de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Et c'est-à-dire que personne n'a le droit de décider pour le public de ce qu'il doit savoir ou de ce qu'il ne doit pas savoir. Et ça, c'est le travail du journaliste qui a 10 devoirs et 5 droits, dont un des droits, les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Voilà, ça c'est un des droits des journalistes. Et en Algérie, malheureusement, le journalisme est encore sous le règne du pouvoir, alors qu'en Occident, il est sous le règne d'un autre pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. Et nous devrons trouver une solution en Algérie afin que le journalisme soit libéré des contraintes de l'argent et des contraintes du politique. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Athman Mazid, militant politique, hirakiste. Adel Djebar, observateur politique, merci pour votre fidélité. Maître Nabil Asmaïl, avocate et militante politique. Et puis Nassera Dutour, voilà, bon, Adel Djebar qui est toujours au rendez-vous à nous proposer des livres. Et c'est bien en tout cas, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bien en tout cas de vous entendre les uns et les autres. Nassera Dutour. Voilà. Nous, on veut construire un peuple. Eux, ils sont en train de piller un État. C'est toute la différence qu'il y a entre cette oligarchie militaire criminelle et le peuple algérien et son Hirak. Nous sommes dans deux galaxies complètement différentes. Merci Adel Djebar. Et puis je vous disais donc Nassera Dutour, présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. Avant de vous quitter, donc vous l'avez vu le titre de l'émission, hein, c'était toute l'actualité de cette semaine. Et puis le 30 août de chaque année est l'anniversaire du drapeau Amazir, une pensée bien évidemment à la coprésidente du Congrès mondial Amazir qui est Kamira Naït Saïd, qui a été donc arbitrairement détenue. Elle est arbitrairement détenue depuis le 24 août 2021. Bonne soirée à tous. Dans quelques instants, le programme continue. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.